Bonjour, nous nous sommes arrêtés lors de la précédente session sur la présentation du Balance Scorecard en 4 perspectives de performance. La première étant la perspective actionnaire ou financier, la deuxième, la perspective client, la troisième, la perspective processus interne, la quatrième, la perspective d'apprentissage et d'innovation. Nous avons vu que ces 4 perspectives sont reliées par un modèle de causalité. Si nous développons des innovations et des capacités d'apprentissage, nous allons pouvoir nous améliorer de manière continue dans notre processus interne de notre chaîne de valeur. Cela nous permettra de créer de la valeur pour nos clients et in fine pour nos actionnaires. Nous allons nous intéresser maintenant à un élément très important du Balance Scorecard, la carte stratégique. Que signifie la carte stratégique et quel est le lien avec les 4 perspectives présentées dans la session précédente? La carte stratégique présente un modèle de causalité, un modèle cause-effet pour reprendre les termes de Kaplan et Norton. Ce modèle de causalité relie les enchaînements de causalité entre les facteurs clés de succès qui concourent à accroître la performance de l'entreprise et atteindre le but final qui, dans une entreprise privée, se traduit par une performance financière. Prenons un exemple simple, une PME. Sur son axe financier, les dirigeants se sont donnés comme objectif d'accroître la rentabilité de l'entreprise. À partir de là, ils vont émettre plusieurs hypothèses. Tout d'abord, ils pensent que pour accroître l'activité, il s'agit d'abord d'augmenter le chiffre d'affaires, mais également de maîtriser les coûts. Pour accroître le chiffre d'affaires, on posera l'hypothèse qu'il convient de fidéliser les clients, accroître la fidélisation de la clientèle. Mais pour cela, accroître la satisfaction des clients. À partir d'une étude marketing sur les attentes des clients, l'entreprise définit plusieurs attributs, plusieurs fonctionnalités et détermine que pour accroître la satisfaction client, il faut garantir la ponctualité, la conformité des livraisons. Ce qui signifie dans une perspective processus interne de maîtriser la qualité, diminuer les temps de cycle, augmenter la productivité pour maîtriser les coûts. Et puis l'entreprise va faire l'hypothèse que pour exceller dans ses processus internes, il faut s'appuyer sur sa politique de gestion des ressources humaines en impliquant son personnel, en développant les compétences du personnel. Mais pour cela, il faudra mettre en place une politique de gestion des ressources humaines adaptée, miser sur la formation, la rémunération, la communication, pour permettre de développer les compétences et impliquer les salariés. En effet, détecter pour chaque perspective les facteurs clés de succès se fait à l'aide d'un diagramme de cause à effet spécifique, la carte stratégique. La cohérence des relations donne un aperçu des hypothèses des dirigeants et de leurs collaborateurs sur la bonne manière de piloter l'entreprise. Finalement, ne s'agit-il pas d'une représentation visuelle du business model de l'entreprise? En effet, à travers cet exemple simple, nous voyons que la carte stratégique se présente comme un modèle d'hypothèse. Il s'agit du modèle de performance de l'entreprise. Les enchaînements de causalité représentent plus des hypothèses que des relations causales avérées par les faits. Il s'agit simplement d'hypothèses que formulent les dirigeants. C'est leur façon de se représenter tous les enchaînements de causalité, les facteurs clés de succès, les variables d'action qui doivent conduire à la réalisation de leur stratégie. En cela, nous verrons dans une prochaine session que la carte stratégique traduit finalement le business model de l'entreprise. Une fois que l'entreprise a pris soin de définir cette carte stratégique, il devient dès lors bien plus facile de sélectionner ses indicateurs de performance. Les facteurs clés de succès sont des déterminants et des variables d'action qui conditionnent le succès de la stratégie. Les traduire en indicateurs a de nombreux avantages. Attirer l'attention sur les points essentiels, encourager le fonctionnement orienté résultat, indiquer la tendance, mettre en lumière des points de correction ou d'amélioration. Mais comment choisir les bons indicateurs? L'idée ici est de traduire tout ce qui a été écrit dans les rectangles en indicateurs de performance, en mesure. Prenons un exemple. Accroître la rentabilité va donner une mesure par exemple, le taux de rentabilité. Pour augmenter le chiffre d'affaires, on prendra souvent l'exemple du taux d'évolution du chiffre d'affaires. Pour maîtriser les coûts, nous pouvons prendre comme exemple l'augmentation des charges d'exploitation. Sur l'axe client, fidéliser les clients donnera lieu à un indicateur comme par exemple le taux de fidélisation de la clientèle.
on prendra également un indicateur de satisfaction client à partir notamment d'une enquête par questionnaire que l'on réalisera auprès des clients. Ensuite, nous allons mesurer les délais de livraison, les taux de conformité pour vérifier que nous garantissons la ponctualité, la conformité des livraisons. Le nombre de produits conformes nous permettra de mesurer la qualité des produits. Les temps de cycle, depuis l'approvisionnement jusqu'à la livraison chez les clients, permettront de mesurer l'atteinte des objectifs de diminution des temps de cycle. À la fin, nous définirons des indicateurs de productivité du travail et des machines. Sur l'axe apprentissage et innovation, l'implication du personnel pourra être mesurée par un indice de satisfaction du personnel. Nous pourrons revenir ultérieurement sur cet indicateur qui pose bien des questions. L'indicateur portant sur les compétences du personnel pourra être par exemple le taux de couverture des compétences stratégiques. Enfin, les dirigeants se donnent pour objectif d'améliorer leur politique de gestion des ressources humaines. Là, nous pourrons choisir des indicateurs de gestion des ressources humaines, comme par exemple le taux d'effort en formation, qui se mesure par le pourcentage de la masse salariale consacrée à la formation. Également, on pourra mesurer le montant des primes d'intéressement versées, si les dirigeants se donnent comme objectif d'améliorer leur politique de rémunération par un recours plus important à l'intéressement. Et enfin, on pourra avoir des indicateurs sur l'organisation du travail, comme par exemple le nombre de salariés pouvant être considérés comme polyvalents afin de mesurer les évolutions organisationnelles de l'entreprise. La carte stratégique rend donc la stratégie mesurable, mais elle est aussi un moyen de communication de cette stratégie. Il est important de se concentrer sur un nombre limité d'indicateurs clés par perspective afin de pouvoir les maîtriser. Trop de données paralysent l'analyse. Il est recommandé d'utiliser un nombre gérable d'indicateurs liés directement à la stratégie. En plus, de manière générale, il est important de garder un certain équilibre entre les indicateurs financiers et non financiers, internes et externes, court terme et long terme. Voilà en résumé une présentation de la carte stratégique et de ses indicateurs de performance. L'idée ici, c'est aussi de caractériser les facteurs clés de succès à l'intérieur de la carte stratégique à travers des verbes d'action, des verbes à l'infinitif. Ils expriment des objectifs qui se traduiront en mesures. Nous retrouvons bien la philosophie de Kaplan et Norton, traduire la stratégie en action. Nous avons une stratégie, comment s'assurer que celle-ci se traduira bien dans le concret, dans les actions? La carte stratégique, traduite en indicateur de performance, doit permettre d'évaluer cela. Pour conclure, la carte stratégique devrait s'effacer en toute logique et ne resteront à l'arrivée que les indicateurs de performance présentés dans un tableau de bord, le scorecard pour reprendre les termes de Kaplan et Norton. Mais en même temps, la carte stratégique restera dans l'entreprise jusqu'à ce qu'elle décide de changer de stratégie. Nous verrons cela dans une prochaine session. Finalement, la carte stratégique doit sans cesse faire l'objet d'un questionnement, faute de quoi le Balance Scorecard risque de figer la stratégie. Merci pour votre attention et à très bientôt.